l'événement d'aujourd'hui se focalise sur la situation de l'université haïtienne dans le contexte du Covid-19. Il s'agit d'examiner l'impact de cette pandémie sur l'évolution du secteur de l'enseignement supérieur, de cerner les contours de la réponse apportée par les IES face à la situation créée par le Covid-19 et d'analyser les pistes pour la reprise et la reconstruction de ce secteur dans le contexte de l'après-pandémie. Mesdames, Messieurs, la période 2018-2019 s'est révélée difficile, éprouvante pour le secteur de l'enseignement supérieur, qui a dû faire face à des bouleversements récurrents sociopolitiques, mettant à la peine l'exécution de ces plans d'action. Les perspectives sont encore plus sombres pour l'exercice 2019-2020, pour ce secteur qui n'a pas eu le temps de se relever des défis du pays LOC et se voit maintenant exposé à cette onde de choc qu'est le Covid-19. Nul besoin d'insister que cette pandémie arrive au mauvais moment et que le risque est grand qu'elle vienne fragiliser les balles déjà frêles de ce secteur. Nul besoin non plus de souligner que cette pandémie charrie de grands défis pour ce secteur. À ce sujet, je m'attarderai sur 3 de ces défis qui sautent d'ailleurs aux yeux. Défi 1, défi de la poursuite des activités d'enseignement et d'apprentissage, dans un contexte où le face-à-face pédagogique n'est pas possible. L'université haïtienne a-t-elle eu le temps de tirer les leçons du pays LOC et d'opérer les adaptations nécessaires pour assurer la continuité pédagogique? Lors de la première édition de l'initiative La Copie à autant du Covid-19, le professeur Patrick Attier a fait remarquer qu'à première vue, l'e-learning semble à notre portée, mais que des facteurs internes et externes, ou encore que des éléments tant du côté de l'offre et de la demande, rendent compliqué, problématique le recours à cette approche. Défi 2. Défi de la participation de l'université haïtienne au traitement de cette crise. Même si le secteur évolue dans l'indifférence des pouvoirs publics, mais est-ce qu'il ne semble exister aucune structure pour porter les besoins d'orientation, de régulation, d'organisation et de planification de développement du secteur, les avancées encourageantes sont constatées au cours des dernières années. À côté de la décentralisation de l'offre de formation, avec l'arrivée du réseau des UPR, la recherche se trouve. On peut se féliciter que la recherche se trouve dans une dynamique prometteuse. En plus de l'augmentation, consolidation des programmes de second cycle, les écoles doctorales ont vu le jour. Des laboratoires, de jeunes équipes de recherche sont mises en place. Le nombre d'articles publiés par les chercheurs des universités haïtiennes dans les revues scientifiques internationales est en augmentation. La contribution d'Haïti au capital régional de recherche reste néanmoins faible, moins de 5 publications par million d'habitants, contre 14 pour Cuba et 70 pour les pays de la Caraïbe anglophone. L'université haïtienne dispose-t-elle cependant d'un stock de savoir contextualisé suffisant pour influencer la politique publique? Quel est le poids de ces lieux de construction de savoir en émergence dans les décisions qui se prennent aujourd'hui sur le sanitaire, le social et l'économique? Et troisième et dernier défi, le défi du financement. Avant le pays LOC et l'avènement du Covid-19, on parlait avec raison du sous-financement déprimant du secteur de l'enseignement supérieur. La dépense publique en éducation supérieure, bien qu'en progression de 1990 à 2014, selon Jacob et Mathurin en 2018, était faible comparée à la moyenne de 1% du PIB pour l'Amérique latine et 1,4% pour le Chili. La dépense par étudiant dans le secteur public, tournant autour de $75, était l'une des plus faibles de la région. Le chiffre pour ce paramètre était en effet de $800 pour le Salvador, $3,000 pour la Barbade, $5,000 pour le Mexique et atteignait $2,000 pour un ensemble de pays d'Afrique. Pour le secteur privé de formation en Haïti, qui fournit 65% de la clientèle estudiantine, les coûts sont supportés essentiellement par les ménages et, dépendant des filières choisies, les coûts par étudiant à l'année, incluant l'écolage, le transport et l'hébergement, variaient entre $3,600 et $4,400 US, estimation grossière. Donc, c'est donc dire que la situation, bien avant même le Covid-19, était une situation qui était difficile pour l'enseignement supérieur au point de vue financement. Mais, chers amis, il ne faut pas croire que le Covid-19 n'apporte que des difficultés et des défis. Il charrie des opportunités. Sur ce chapitre,
L'engagement communautaire me paraît être l'un des domaines dans lesquels l'université peut se distinguer. En effet, elle peut, à travers ses facultés d'éducation et de communication, participer aux efforts d'information et de sensibilisation des communautés. L'avènement de cette pandémie est une occasion pour les facultés de médecine de vivre des épidémies en grandeur nature, de comprendre davantage les coronavirus et de prendre part aux actions de prise en charge. Pour terminer cette prise de parole d'ouverture, j'aimerais dire un petit mot sur les contours contemplés de l'université haïtienne dans le contexte de l'après-Covid, soulever surtout certaines questions. Faut-il s'attendre en effet à l'émergence de nouveaux choix de cette société? Y a-t-il lieu d'espérer un recentrage autour de certain nombre de valeurs phares telles que l'engagement, la solidarité? Faut-il penser que l'après-Covid-19 en Haïti sera plus ouvert aux préoccupations collectives, à l'économie de vie, à l'économie du durable? Faut-il croire que la société haïtienne, au lendemain de cette pandémie, sera plus ouverte au savoir et à la science? Et comment l'université haïtienne va pouvoir s'y adapter? J'espère donc que les échanges qui vont avoir lieu permettront de se faire une idée nette de la situation du secteur de l'enseignement supérieur dans ce contexte particulier, d'identifier les grands défis auxquels cette université fait face et d'imaginer les mutations qu'elle peut être amenée à connaître sous l'effet de cette pandémie. Je remercie encore une fois les recteurs de s'être rendus disponibles pour ce panel. Le Code supérieur d'infotonique qui a accueilli cet échange, il a mis à notre disposition du personnel pour nous accompagner dans la planification et le déroulement. Aux internautes, merci d'être à nos côtés. Je déclare donc ouvert le panel sur le Covid-19 et l'enseignement supérieur. Je vous remercie. Bonjour à toute l'équipe organisatrice de cet événement, des événements organisés par la COPUA, la conférence des recteurs, président d'université et d'institutions d'enseignement supérieur en Haïti. Merci également aux recteurs, aux responsables de nos différentes universités qui se sont présentés pour mener ce débat, pour faire un petit peu l'échange, pour faire le jeu, comme on le dit. Vous savez, seulement pour ces 3 dernières années, Haïti a connu d'énormes situations de turbulence, de fortes crises sociopolitiques, ayant terriblement de grands impacts sur tous les secteurs de la vie nationale, notamment sur le système de l'enseignement supérieur, donc l'éducation, les écoles, les universités, toutes ces institutions ont été terriblement victimes de différents troubles sociopolitiques que le pays a déjà connus. Récemment, les longues semaines de pays locs se sont révélées catastrophiques, tant pour les institutions publiques d'enseignement supérieur que pour les institutions privées. Et à un moment où ces institutions s'apprêtaient donc à s'en remettre, tant bien que mal, l'inattendu s'est donc, en tout cas, a fait son apparition brutale. Une pandémie qui nous frappe en plein visage, une pandémie de la peur, une pandémie de la mort, une pandémie qui renverse l'ordre des choses, qui bascule tout à l'échelle internationale, jusqu'à forcer l'arrêt brutal des différentes activités de nos écoles ou de nos universités. En tout cas, ça a été le cas dès le début. Étudiants et professeurs ont donc été contraints par la force des choses de rester, en tout cas de rester à la maison, de rester en tout cas chez eux. Les responsables d'université, tant bien que mal, en tout cas se trouvent dans l'obligation de s'adapter à la situation. On va voir ça avec vous, comment au sein de votre université, au sein de nos activités, vous essayez de vous accommoder à la situation. Mais avant tout, aujourd'hui, de votre lieu d'acteur de l'enseignement supérieur, de votre lieu de responsable d'université, la première question sera, pour commencer, comment vous voyez l'avènement du Covid-19, c'est-à-dire comment vous, comme professeur, comment vous, comme acteur, comme responsable, vous voyez ces impacts, ces incidences sur le secteur de l'enseignement supérieur globalement dans le pays. Ça, c'est la question de base à laquelle vous allez peut-être répondre l'un après l'autre. Et je rappelle que nous avons le vice-recteur de l'UEH, professeur Harold Toussaint, vice-recteur académique de l'Université d'État d'Haïti. Nous avons également le recteur Syriac et nous avons le recteur Jean-Marie Louis de l'UNDH. Alors, le professeur Syriac, c'est pour les EPR, les universités publiques en région.
Maintenant, je reprends ma question. Comment voyez-vous l'avènement du Covid-19 en tant que responsable? J'adresse la première question au professeur Toussaint, le vice-recteur de l'UEH. Comment vous cernez les conséquences du Covid-19 sur l'enseignement supérieur en Haïti, bien avant de voir l'UEH en tant que tel comme institution? Tout d'abord, moi, je félicite les organisateurs de cette manifestation universitaire, parce que, avant tout, nous appartenons à un pays qui a pour nom Haïti, et nous sommes au service d'une jeunesse, la jeunesse haïtienne. Mais je dois souligner aussi que on ne peut pas aborder ces questions, la question même de Covid-19, sans une première réflexion philosophique. Et là, nous le verrons peut-être plus loin, le lien qui doit exister chez nous et ailleurs entre science et philosophie. D'abord, je dis bien qu'il faut passer par le canal, la voie de la philosophie, parce que nous habitons un environnement. Nous sommes d'abord fils et filles d'une planète. Et ça, c'est très très important, la question de planète, d'environnement. Nous ne vivons pas en Europe. Nous ne sommes pas en Amérique du Nord. Nous ne sommes pas en Asie. Nous sommes en Haïti. Nous sommes un petit pays. Et pourtant, nous sommes victimes, nous commençons à être victimes de cette pandémie. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a qu'une planète. Il n'y a qu'une planète. Indépendamment de son lieu géographique, nous appartenons à une planète et nous ne savons pas ce qu'il y a derrière cette planète. C'est à nous d'habiter cette planète, de l'humaniser ou encore de la détruire. Et je comprends très bien la réflexion du philosophe et du sociologue Edgar Morin dans son livre, un livre extraordinaire qu'il a écrit, c'est La Terre-Patrie. Je parle de cette réflexion d'Edgar Morin sur la Terre-Patrie. Il parle de la Terre comme Terre-Patrie. Toutes les femmes et tous les hommes ont la Terre comme communauté de destin. Et c'est à partir de ce lieu, la Terre comme communauté de destin, notre sentiment d'appartenance à cette communauté de destin ne signifie pas qu'il faille dissoudre les communautés nationales et ethniques. L'humanité a besoin de préserver sa diversité en produisant son unité. Donc, notre existence est liée à cette planète. Et l'homme a la liberté de détruire cette planète. Il a aussi la liberté de changer les données, de changer les modes de vie sociaux, politiques, économiques, écologiques. Il a cette capacité, l'homme. Et dans cette logique, je pense que les universités à travers le monde, parce qu'il y a d'autres universités à travers le monde qui ont déjà organisé des réflexions sérieuses sur cette pandémie. Et c'est très intéressant pour nous en Haïti. Nous avons une communauté de recteurs qui acceptent d'organiser une réflexion sur cette pandémie. Dans cette perspective, nous pouvons aisément comprendre les difficultés que connaissent les universités haïtiennes. Ouais, je me répète un petit peu,
tous les grands pays ont eu des difficultés parce que leur système d'enseignement supérieur n'a pas été préparé pour répondre à cette crise. Leur système d'enseignement supérieur n'a pas été préparé pour répondre adéquatement, intégralement à cette crise. Ça, c'est important. Donc, et nous, les universités haïtiennes, nous n'avons pas été préparés. Nous sommes en train de faire ce qu'il est possible de faire pour accompagner la jeunesse haïtienne. Nous n'avons pas jusqu'à présent tout ce dont disons mieux, nous n'avons pas ce que nous devons avoir, les instruments pour répondre à cette grande crise. Donc, plus loin, et cette crise fait voir aussi, non seulement en Haïti, mais ailleurs, les failles de tout système d'enseignement supérieur. Et comme on l'a dit au début de cette, au début de cette conférence, dans l'introduction, et ça va faire éclater les différentes universités haïtiennes. Et déjà à l'UEH, j'insisterai sur cette question-là plus loin. Donc, nous avons de sérieux problèmes. Nous sommes en train de mobiliser toutes nos ressources pour voir dans quelle mesure on arrivera à donner une réponse adéquate. Mais déjà, on peut dire, peut-être mes collègues auront à compléter ce que je dirais. Nous avons, et je crois que c'est pour toutes les universités, les étudiants sont obligés de se séparer de leur lieu d'apprentissage et de leurs camarades, leurs collègues. Les étudiants sont obligés. Les professeurs, quoique plus disponibles, sont incapables d'honorer leur contrat avec l'université et les étudiants. Je crois que c'est la même chose. On peut payer les professeurs, ils ont surtout dans l'administration publique, et ces professeurs sont incapables d'honorer leur contrat. Pour finir, je crois que l'enseignement à distance, la formation à distance, ça va révolutionner l'enseignement supérieur en Haïti. Qu'on le veuille ou non, et l'enseignement à distance, la formation à distance, et je crois que nos universités n'ont pas été suffisamment préparées. C'est-à-dire pour entrer dans cette logique, pour entrer dans cette dynamique, l'enseignement à distance, la formation à distance. Et on pourrait même se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas des carrières spéciales à partir de coronavirus pour engager, avoir des maîtrises, des masters dans cette discipline? Pour commencer, professeur Ewol Toussaint avait abordé le problème de l'avènement du Covid-19 dans le monde et en Haïti sous l'angle de la philosophie. Moi-même, j'aimerais l'aborder sous l'angle du leadership, en lien avec l'université. J'aimerais l'aborder sous l'angle du leadership. Comment? Dans toutes les sociétés, depuis toujours, il y a les personnes qui dirigent et les personnes qui sont dirigées. Et non seulement dans les sociétés humaines, mais on trouve cette réalité du leadership dans tous les groupes où il y a la vie. L'avènement du Covid-19 comme phénomène inattendu affecte les différents pays
je dis affecte les différents pays de manière différente. Et les différences dans la manière d'affecter ces différents pays, et je vais arriver sur Haïti, est liée à la question du leadership. Leadership comment les pays où les leaders se sont mis ensemble pour s'organiser, pour rendre fort leur système éducatif, particulièrement les universités, et leur système de production technique en lien avec les universités. Et les leaders qui se sont organisés, ou bien qui organisent leur pays, de manière à ce que, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique, eh bien, ils s'organisent, eh bien, les réponses ne sont pas données de la même manière. Et encore, comme ici, on est en train de voir Covid-19 en lien avec l'université haïtienne. Avant de venir sur l'université haïtienne, j'aimerais faire un petit tour dans l'université en général. On connaît que l'université, dans tous les pays, joue un rôle fondamental dans la production de connaissances, dans la construction, la déconstruction de connaissances. Et donc, de cette manière, l'université doit jouer un rôle leader dans la construction même des sociétés. Parce que l'évolution des sociétés, les progrès des sociétés dépendent en majeure partie des recherches qui sont réalisées dans ces sociétés, des connaissances qui sont produites dans ces sociétés et dans la mise en place de mécanismes pour permettre que les recherches, pour permettre que les connaissances puissent servir graduellement au progrès et à l'évolution de ces sociétés. Donc, moi-même, quand je considère la question du Covid-19 en lien avec l'université haïtienne et de la manière dont l'université en Haïti est caractérisée, est présentée, nous pouvons dire que notre université, dans son ensemble, ne joue vraiment pas un rôle leader pour aider dans la compréhension de cette pandémie et pour aussi proposer, ne joue pas un rôle leader pour proposer à nos politiciens, à ceux qui sont responsables de diriger le pays. Nos universités ne sont pas assez équipées et assez formées pour aider dans la conduite de ce phénomène qui nous surprend. Donc, pourquoi notre université, l'ensemble des universités en Haïti, si on prend le secteur de l'enseignement, et sans doute professeur Toussaint avait déjà parlé un peu de l'enseignement, eh bien, qu'est-ce qui caractérise notre enseignement en Haïti à l'université? On peut dire sur toute la ligne, eh bien, notre enseignement est surtout de prédominance traditionnelle, et nos manières d'enseigner, les matériels dont nous disposons pour enseigner, et même l'absence de tout ensemble de matériel pour enseigner, pour transmettre les connaissances, eh bien,
on ne dispose même pas de ces matériels. Donc, on est à un niveau où l'université haïtienne ne peut pas jouer de rôle leader comme cela se passe, par exemple, aux États-Unis. Mais maintenant, quand on prend les autres pays, on fait appel à des scientifiques, et ce sont ces scientifiques qui disent ce que l'on doit faire à ce moment-là. Ce ne sont pas trop les politiciens, bien, on fait appel à des scientifiques. Eh bien, c'est ce rôle que l'université devrait jouer en Haïti. Mais malheureusement, on n'est pas encore à ce niveau. Et notre université en Haïti est terriblement affectée et par cette situation, par tous les manques qu'il y a. Quand on prend aussi, il y a les manières d'enseignement, il y a l'apprentissage. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand ces universités-là jouent le rôle leader dont j'avais parlé avant, eh bien, il y a toute une mise en place de dispositifs et de mécanismes pour faciliter l'enseignement. Eh bien, comme professeur Toussaint avait dit tantôt, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé avec nos étudiants? Une fois que le président avait dit, eh bien, on doit entrer dans le confinement, eh bien, toutes les universités sont fermées, eh bien, c'est peut-être très peu d'universités qui arrivent à fonctionner. Je dis très peu, pour pas dire du tout. Peut-être c'est très peu qui arrivent à pouvoir rester en relation avec les professeurs, en relation avec les étudiants. Donc, c'est une université qui est marquée profondément par la faiblesse. Eh bien, quand on prend encore nos professeurs, quand on prend encore nos professeurs, ce sont des travailleurs, et maintenant, ce sont des travailleurs intellectuels, les travailleurs de la connaissance. Eh bien, ces travailleurs de la connaissance qui vivent quand même du produit de leur travail de connaissance, eh bien, beaucoup d'entre eux, si on prend les universités en général, eh bien, beaucoup d'entre eux se trouvent dans une inquiétude très grave pour la question économique. Eh bien, eux qui avaient fait un budget pour une année, eh bien, avec cette situation qui arrive là, comme travail de connaissance, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont tous plongés dans le chômage et il n'y a vraiment pas de moyens, étant donné la situation de pauvreté du pays, il n'y a pas de moyens pour qu'ils puissent vivre de manière décente avec l'avènement de cette pandémie. Donc, moi-même, c'est à ce niveau-là que j'aborde la question du Covid-19 en lien avec les universités en Haïti sous l'angle du leadership. Maintenant, les UPR, normalement, je parle au nom des UPR. Eh bien, comme vous-même, vous avez des habitudes de fonctionnement avec nous, et les UPR, c'est un réseau très jeune. C'est un réseau d'universités très jeunes. Ce réseau contient pratiquement 10 universités réparties dans les différents départements du pays en attendant, sauf l'Ouest. Eh bien, nous, des UPR, nous vivons cette réalité inattendue du Covid-19 comme toutes les autres universités. Eh bien, nous sommes surpris et nous n'avons pas de moyens pour continuer l'enseignement parce qu'on n'est pas encore passé aux phases de l'enseignement numérique. Eh bien, ce que nous faisons comme un petit peu avant, bon, certaines de ces universités-là entretiennent des relations avec les étudiants. Certaines d'entre elles, c'est par la création de groupes WhatsApp. Ça a été fait un petit peu avant. Et pour certaines d'entre elles, eh bien, via groupe WhatsApp, on reste en lien avec, et certains professeurs restent en lien avec les étudiants, et certains étudiants, ils restent en lien entre eux. Mais la situation qui accable toutes les universités du pays, c'est pratiquement ça, la situation des UPR. Voilà. Le Covid-19 a révélé que nous avons un problème dans l'enseignement de qualité, et nous sommes dans la misère technologique. 2. Et le recteur Siek a parlé de, en principe, c'est l'université qui doit apporter des réponses, qui aide pour la prise de décision. Ce que nous avons vu que
certainement, il y a des laboratoires de recherche, il y a tout ça, mais je crois que probablement on peut parler d'incompétence scientifique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau de compétence scientifique pour proposer des choses. Et troisièmement, je dirais que finalement, le rôle de l'université, c'est d'être au service de la société, d'être au service des forces sociales du pays. Et nous pensons que dans cette période de coronavirus, donc en fait, l'université devrait être vraiment au service. Mais l'université s'est révélée impuissante. Impuissance. Donc, misère technologique, incompétence scientifique et impuissance dans le service à la société. Bon, ça, c'est ce que le coronavirus m'a... Bon, ça je le dis comme une analyse propre de l'INDH et que je constate qui pourrait être la même pour les autres. C'est-à-dire que c'est auto-analyse. Et que par rapport à ça, je pense que cela a pris tout le monde par surprise. Et je pense que ça a déstabilisé. Déstabilisation ça a déstabilisé le calendrier. Ça déstabilise les professeurs, les étudiants, la gouvernance académique et tout le reste. Donc ça veut dire que la crise sanitaire a provoqué la crise à l'université aussi. Donc, tout cela, on peut approfondir dans d'autres moments. Je m'arrêterai là. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'UH, par exemple, le professeur Toussaint, il y a eu, durant cette crise, durant l'éclatement de la crise, est-ce que vous avez pu réaliser quelques activités quand même? En fait, décrivez-nous la situation chez vous à tout ça. Moi, je crois que dans cette situation, nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés. Il faut oser prendre des initiatives au cœur même de ce mal, si vous me permettez l'expression. Et à l'UH, moi, je veux tenter. Nous devons être sages, c'est-à-dire d'abord, il y a ce que j'appelle la sagesse académique et la sagesse, la sagesse universitaire. Nous devons être humbles. Et moi, je dis que il y a des efforts que nous sommes en train de faire au niveau de la recherche. La plupart de nos laboratoires et même la plupart de nos professeurs tentent d'écrire des projets autour, des projets à dimension interdisciplinaire autour de cette pandémie. On écrit des projets, mais attention, et est-ce que nous avons suffisamment de moyens pour exécuter ces projets? Et est-ce que nous aurons l'opportunité de trouver des bailleurs de fonds qui seront convaincus des projets que nous écrivons? Et je crois aussi que au niveau de la faculté de médecine, il y a des gens qui sont déjà amis Barclay, qui essaient de faire quelque chose. Et au niveau de la gouvernance, mais déjà un phénomène important, je dois le signaler, avant, c'est ce que disait le docteur Jean-Marie Louis, tantôt, il y a eu des insuffisances technologiques, et notre ami Syriac l'avait déjà souligné, mais ce qui est nouveau, c'est que
Nous organisons actuellement nos réunions en ligne. Par exemple, il y a cela un mois, j'ai organisé ma première réunion en ligne avec tous les vice-recteurs aux affaires académiques de l'UEH. C'est-à-dire ceux qui sont à Port-au-Prince et ceux qui sont également en province. Mais avec des difficultés technologiques également. Hein? Et quelqu'un peut bien avoir une panne d'électricité, ou bien il n'y a pas de signal, etc. etc. Bon, nous connaissons ces déboires, mais au moins, par exemple, aujourd'hui, à 1h, nous aurons une réunion, un conseil des doyens. Un conseil des doyens. Mais là encore, grâce à la technologie. Donc, mais nous ne pouvons pas dire que nous fonctionnons à 100%, que nous avons une UEH qui fonctionne. Mais ce que nous constatons aussi, il y a certains professeurs qui tentent de faire quelque chose à partir de Zoom, et puis à partir de leur WhatsApp également, qui arrivent à tenir, je dirais, une minorité d'étudiants en haleine. Je dis bien une minorité. Et une minorité d'étudiants. Mais nous, c'est-à-dire comme vice-recteur aux affaires académiques de l'UEH, nous sommes en train, nous avons envoyé une lettre circulaire aux professeurs de l'UEH pour leur demander de faire de leur mieux au décanat, d'entrer graduellement dans le monde du numérique. Là, c'est une lettre circulaire à tous les doyens, de l'UEH. Et malgré nos pauvres moyens, nous ne sommes pas riches, mais nous avons une plateforme. Et nous avons opté, je dirais officiellement, il y a des professeurs qui travaillent de leur côté avec d'autres systèmes, mais nous avons opté pour Team. Nous travaillons avec Team et nous proposons ce système et à nos professeurs, à nos étudiants, sans exclure d'autres possibilités. Parce que nous sommes en période de crise. Et je crois que, par exemple, nous offrons, comme nous avons une petite équipe à l'intérieur du vice-rectorat aux affaires académiques, et nous avons une équipe qui travaille avec des professeurs qui s'intéressent. Nous demandons d'abord aux professeurs, aux facultés, aux différentes facultés, de faire appel, d'avoir un noyau de professeurs qui s'intéressent aux nouvelles technologies, qui s'intéressent à la formation à distance, pour que chaque entité puisse avoir un petit noyau. Mais comme là encore, comme mes deux collègues l'avaient déjà souligné, mais on ne l'avait jamais fait au début. Et Dieu seul sait si les doyens, les vice-doyens ont la chance de monter ce noyau, ce petit comité. De toute façon, nous allons avoir des réunions avec eux. Nous avons, au cours de ces 2 à 3 dernières années, fait des pas de géant au niveau des UPR. Et dans toutes les UPR, il y a dans le lien entre le ministère et l'UNESCO, toutes les UPR disposent d'appareils pour faire des travaux en Zoom, pour faire des rencontres. Toutes les UPR disposent de ces appareils-là. Maintenant, bon, comme vous le savez, on est habitué avec le système traditionnel, malgré les demandes réitérées du coordonnateur, certaines UPR vont plus vite que les autres. Et si on prend le cas de l'UPSEJ, que vous connaissez très bien, on prend le cas de l'UPSEJ, il y a une expérience pilote qui a été déjà commencée avec l'enseignement.
Et c'est une formation hybride qui se fait en lien avec l'université Antilles-Guyane. Et sur le plan enseignement, et étant donné que cette expérience a déjà commencé, très certainement, comme c'est déjà en cours, eh bien, cette expérience en distanciel va continuer. Mais présentement, dans les conversations, les dialogues, les rencontres entre les recteurs, on dit, bon, définitivement, commencer à faire l'expérience pilote, et après le Covid et pendant même le déroulement de ce phénomène, nous devons vraiment penser à voir comment utiliser ces appareils, même si encore un autre problème va se poser. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir dans une salle plus de 10 personnes. Mais maintenant, les autres moyens, c'est pratiquement les tablettes, et puis les téléphones intelligents. Mais maintenant, ça demande un temps pour ceux qui n'étaient pas encore entrés dans le processus d'y arriver. Temps de formation et aussi d'entrée. Tout d'abord, il doit avoir un temps de formation et un temps d'entrée dans le système. Et ce temps-là, ce processus-là doit avoir lieu et du côté des professeurs et du côté des étudiants aussi. Bon, pour dire que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire du jour au lendemain, comme toutes les universités publiques en région ne s'étaient pas encore engagées dans ce processus. Maintenant, et sur le plan managérial, notre coordonnateur Narcisse, il est au Canada. Mais avec Zoom et avec les autres moyens, tous les recteurs parlent avec lui presque tous les jours. Il continue à donner les directives et quand nous avons besoin d'informations ou bien de directives, nous lui demandons. Et demain, il est prévu, demain après-midi, entre 2h et 4h, il est prévu d'avoir une rencontre de tous les recteurs via Zoom avec Narcisse qui est au Canada. C'est pour dire que si avant on ne le faisait pas, malgré les demandes réitérées qui ont été adressées, eh bien maintenant on se trouve devant la nécessité, on ne va pas pouvoir agir autrement. Et cette expérience qui se fera sur le managérial avec et les recteurs, eh bien, elle va maintenant s'étendre aux différents rectorats, décanats et des universités. Et ça, c'est pour dire ce que nous faisons là, comme c'est une surprise, l'enseignement comme tel, nous n'y sommes pas de plein pied, mais au niveau de Jacmel, quelque chose se fait, comme je l'avais souligné tantôt, via WhatsApp et d'autres moyens, surtout les étudiants qui préparent leurs travaux de fin d'études, nous gardons contact avec eux. Maintenant, sur le plan de la recherche, encore, jeune université, notre fondation, on a commencé pratiquement en 2006 et 2016, pour pas 13-14 ans. Eh bien, sur le plan de la recherche, comme je l'avais dit tantôt, donc l'université est reconnue pour son rôle leader dans le développement des sociétés, production de connaissances, surtout par la recherche. Eh bien, au niveau des UPR, bon, on est en train d'aller de manière graduelle. Bon, comme on avait un temps qu'on appelait un temps d'extension, c'est-à-dire de la création en 2006 jusqu'à 2016, qu'on appelait un temps d'extension de l'engagement des universités, on travaillait à ce niveau-là. Mais surtout à partir de 2015, on a dit pendant que ces universités gagnaient au fur et à mesure tous les départements, on commençait à travailler sur leur consolidation. Comment rendre ces universités solides. Et l'un des éléments que l'on considérait pour la consolidation de ces universités, c'est la recherche.
parce qu'on est dans l'enseignement, on fait ce que vraiment on est capable de faire. On dit l'autre pôle a vraiment considéré c'est le pôle de la recherche. Eh bien, qu'est-ce qu'on avait fait? De 2017 à 2019, il y avait des activités, des ateliers de sensibilisation au niveau des différentes UPR sur la nécessité de s'engager dans la recherche. Eh bien, avec cette sensibilisation, on a eu 5 ateliers. 5 ateliers, on les faisait dans les différentes UPR, Grand Danse, Caille, Jacmel, Plateau Central et puis les NIP. Et maintenant, après ces ateliers, dans lesquels participaient des intervenants étrangers, des intervenants haïtiens et des collègues d'autres universités qui ont de l'expérience dans la recherche, eh bien, on a dit, bon, l'après, ces ateliers doivent être quoi? Eh bien, on travaille pour mettre sur pied 2 grandes zones pour l'implantation de centres de recherche. Il y a le Grand Sud avec UPNIP, UPSAP, UPGA et UPSEJ. Okay? Et ces 4-là. Pour ces 4 universités, il y a le recteur Gilles et le recteur Mehdi qui travaillent sur les dossiers de ce centre. Présentement, ils sont en plein travail là-dedans. Et pour arriver à la mise en place de ce centre-là. Et puis, il y a l'autre pôle, c'est pôle Grand Nord. C'est pratiquement les autres universités, UPC, UPNCH, UPAG, UPNEF, UPNOP, UBAS, et puis qui... Et dans ces universités, il y a un pôle, c'est à partir de ces universités bien, que l'on va commencer la recherche. Il y a le professeur et le recteur Naoum, et puis le recteur Odile, et supporté aussi par l'ex-recteur Phénol Métellus, qui sont en train de travailler sur ce dossier-là. On est pratiquement en plein travail là-dedans. Et maintenant, je vais faire une autre petite ouverture. Et pratiquement, l'activité de recherche, bon, on connaît ce que c'est cette activité. Mais maintenant, comme recteur Jean-Marie, lui l'avait dit tout à l'heure, on a un problème quand même de scientifiques. Il avait posé un problème de scientifiques, même s'il y a beaucoup de scientifiques dans le pays, beaucoup d'entre eux ne sont pas là. Mais l'esprit scientifique, on doit commencer à le préparer dans les universités même. Et cet esprit scientifique, on doit commencer à le préparer dès la première année de l'entrée universitaire. On doit dire qu'il y a notre ancien professeur Ewald Toussaint qui est là, il fait un travail assez solide, et un travail assez solide là-dessus avec ses différentes productions et l'accompagnement des étudiants. Mais au niveau du réseau des UPR, qu'est-ce que l'on fait? Et on essaie de capitaliser sur la sensibilité des recteurs. On voit tel recteur, sur quoi est-il sensible? Et maintenant, s'il y a une sensibilité dans tel domaine donné, on encourage le recteur à travailler là-dessus. Eh bien, on a effectivement, dans le cadre de la recherche que l'on veut implanter dans les UPR, on dit, ben, maintenant, les futurs chercheurs sont les étudiants. Maintenant, on voit dans le pays le problème qui se pose même pour les travaux de recherche des étudiants. Il y a avant même les travaux de recherche, les travaux universitaires. Comment est-ce que les étudiants élaborent leurs travaux? Comment est-ce qu'ils rédigent? Beaucoup de travaux n'ont aucune caractéristique scientifique. Et puis maintenant, même arrivé à la 4e année où les étudiants doivent présenter leurs travaux de fin d'études, ils n'ont pas la formation préalable et ils n'ont pas de documents. Moi-même, j'ai une certaine sensibilité à ce niveau. Et il y a, pendant ces 2 dernières années, j'avais dit mon intérêt au réseau et j'ai été encouragé par les recteurs aussi. Nous avons dit, eh bien, au niveau du réseau, nous devons travailler sur la mise en place de manuels, de guides méthodologiques qui doivent nous aider.
Au niveau de Notre-Dame, donc je pense que bon, nous sommes dans 7 départements du pays et bientôt nous serons dans 10 départements et que la réalité varie de département à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où toutes les facultés sont fermées et il y a des endroits où on essaie de donner des cours en ligne et de finaliser ou clôturer le semestre qui était commencé et que en gros l'administration et la gouvernance de l'université est toujours active. La gouvernance est toujours active dans ce sens que pour penser l'après-coronavirus, c'est-à-dire que on sait probablement c'est une année qui est perdue, probablement, mais maintenant comment faire pour reprendre. Et je pense que donc les doyens, disons les vice-recteurs, etc., ils sont en train de réfléchir pour voir quand reprendre, comment reprendre et répondre. C'est-à-dire qu'il y a un staff qui est très actif et il y a des professeurs qui terminent leurs questions aussi. Et je reprends un petit peu ce qu'a dit le docteur Toussaint, que finalement, avec le coronavirus, on a presque adopté, disons, les rencontres en ligne. C'est-à-dire que c'est en ligne qu'on a les contacts avec les gens pour être certain qu'il y a une coordination qui se fait malgré les problèmes. Et là, on va peut-être essayer d'aborder une autre question, une question qui a rapport certainement à vos plans de relance. C'est-à-dire, c'est vrai que vous êtes en train de faire des activités maintenant, mais comment aujourd'hui peut-on rassurer les professeurs, les étudiants, le personnel administratif dans un contexte où, en tout cas, où la crise provoque jusqu'à maintenant des incertitudes, il y a beaucoup d'hésitations. Comment aujourd'hui les responsables d'université que vous êtes, vous pouvez assurer les étudiants que la formation va se tenir, vous pouvez assurer les professeurs qu'ils pourront travailler normalement. Est-ce que vous avez un plan réellement pour y parvenir? Il faut apprendre à vivre avec les incertitudes. Donc ça veut dire que, avec le coronavirus, disons, on ne sait pas quand ça va finir. Il y a la première vague, il peut y avoir une deuxième vague, et on ne sait pas quand ça va finir, mais ce qui est sûr, les comportements vont devoir changer, et les styles vont devoir changer. Et que à l'UNDH, on n'a pas encore déterminé, disons, le protocole, mais on est en train de penser à un protocole pour que on reprenne, par exemple, à dire que même si le coronavirus, c'est-à-dire ça dure 6 mois, 11 mois, 12 mois, on ne va pas fermer. On ne va pas fermer. En certains moments, il faut pouvoir reprendre. Mais maintenant, reprendre à partir d'un protocole de comportement, un protocole d'attitude, etc. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que, donc, les Français disent qu'il faut apprendre à vivre avec le coronavirus aussi. Donc, je pense que c'est à cela. Bon, c'est-à-dire que le professeur a parlé de créativité. Je crois que nous sommes invités à être inventifs, créatifs, pour que on apprenne à vivre avec cette affaire-là et être productif aussi. Donc, maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que on devra intégrer la question de la technologie de l'information. C'est-à-dire que probablement les grandes salles avec 50, 60 étudiants, c'est fini. Probablement, c'est des petits groupes et des professeurs, des cours en ligne, etc. Je pense que l'intégration de la technologie de l'éducation, c'est indispensable. Et là aussi, je crois que à partir du coronavirus, on a vu les faiblesses. J'ai parlé brièvement tout à l'heure des failles et probablement l'articulation entre la formation, la recherche et le service à la communauté. Je pense que ce sont des choses que nous allons prendre en compte et pour que on puisse être vraiment pas être dans la reproduction seulement, mais être dans la proposition de choses, de solutions pour le pays, pour la société, pour les gens. Et je crois que, en gros, c'est ce que je peux dire à ce moment parce qu'on n'a pas encore un plan bien ficelé et discuté avec tous les vice-recteurs. Donc, on se prépare.
au niveau des UPR, des efforts ont été déjà faits pour mettre en place des dispositifs pour l'enseignement à distance par les professeurs et puis à distance. Mais bon, certaines de ces universités ont été plus rapides que d'autres dans l'utilisation de ces matériels. Mais ce qui est en train d'être discuté maintenant entre le coordonnateur du réseau et les recteurs, on n'aura plus de choix. C'est que les UPR devront entrer de manière nécessaire dans l'enseignement en présentiel et en distanciel. Maintenant, bon, ça c'est pratiquement le plan, et le plan est pour l'avenir. Mais ce qui va se passer, ce sur quoi on est en train de réfléchir, du côté des universités, et on doit avoir, à côté de ces matériels qui étaient déjà là, on doit avoir d'autres moyens pour faire fonctionner ces matériels. Et parce que l'Internet, le signal pose un problème majeur pour le fonctionnement de ces dispositifs. Mais maintenant, ce qui doit arriver, le ministère de l'Éducation nationale et l'ANATCOM et la Digicel et d'autres fournisseurs d'Internet, maintenant, il doit avoir un travail de concertation en synergie à faire pour faciliter cette nouvelle manière d'enseigner dans les UPR. Et je pense que ce sera aussi le cas pour les autres universités. Maintenant, l'enseignement en distanciel va faire des exigences aussi aux professeurs. Parce que ce type d'enseignement va demander des préparations plus en profondeur. Des cours, d'un côté préparation des cours, syllabus, et puis module de cours, etc. Et maintenant, de l'autre côté aussi, les professeurs doivent entrer dans la dynamique de l'apprentissage de l'utilisation de ces appareils. Parce qu'on trouve, quelquefois, il y a certaines expériences qui se font où certains professeurs sont réticents ou bien ils pensent qu'ils sont incapables de rentrer dans le processus. Ce qui va arriver dans l'avenir, c'est que ceux qui seront incapables et ceux qui n'auront pas assez de flexibilité pour faire ce passage, certains d'entre eux vont peut-être passer en dehors de la plaque, ils n'auront pas peut-être de job. Parce que ça va être une exercice. L'autre niveau aussi maintenant, c'est les étudiants. Nous sommes, les universités publiques, on les appelle les universités publiques en région, et maintenant c'est les étudiants. De l'autre côté, le travail doit être fait avec les étudiants aussi pour entrer dans cette dynamique d'enseignement. Et quels sont les appareils à utiliser? Il y a les téléphones. Certains téléphones peuvent être utilisés. On va travailler sur ça avec les étudiants. Mais maintenant, il y a aussi la question du net. L'Internet doit être disponible pour ces étudiants-là. Donc, on pense à entrer dans cette nouvelle dynamique d'enseignement, mais maintenant, tous ces paramètres-là doivent être considérés pour vraiment rendre cette nouvelle possibilité d'enseignement possible. Et à ce moment-là, les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs de signal, ils doivent avoir ce travail en synergie et à faire avec eux. Et comme je l'avais dit, nous sommes en train de faire une expérience. Nous tentons de faire quelque chose. Nous avons même un chronogramme d'action que
nous vous avons donné les points fondamentaux. Et, par exemple, nous proposons à nos professeurs, même si dans certains cas, nous identifions des réticences, une formation. Nous avons une équipe, TIS, à l'UH, et qui offre une formation gratuitement aux professeurs qui veulent mettre leurs cours en ligne. C'est clair. C'est-à-dire, là, et au niveau du vice-rectorat aux affaires académiques, il y a un effort, c'est-à-dire, nous avons le minimum à l'UA, je dis bien le minimum, et là, il faut pas être arrogant, il faut être humble, le minimum. Et par exemple, hier et mardi, il y avait une formation pour une dizaine de professeurs qui acceptent, qui ont l'intention de mettre leurs cours en ligne. On leur demande on leur fait quelques exigences, c'est-à-dire vous venez avec votre syllabus, votre plan, etc., etc. Et puis il y a une équipe qui vous aide à le faire. Bon. Mais il y a un terme que le professeur, le docteur Jean-Marie, lui, a utilisé rapidement, mais j'aimerais quand même revenir rapidement sur ce terme, parce que dans ce contexte, il y a ce que nous pouvons appeler, dans ce contexte, dans cette conjoncture, et ce terme est justement d'Edgar Morin, je reviens avec Edgar Morin, c'est le principe d'incertitude. Hey? Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas tout prévoir. Nous n'avons pas une maîtrise totale de la réalité. Et c'est pourquoi, et c'est le principe, le principe d'incertitude est lié au paradigme de complexité d'Edgar Morin. La réalité est complexe. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Il y a des contradictions auxquelles nous allons faire face. Et surtout les universités privées. Des contradictions internes, externes, auxquelles les universités privées vont faire face. C'est-à-dire, ça ne va pas être... là, nous n'avons pas besoin d'une vision, d'une question purement abstraite, binaire, etc. etc. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'être sensible à la complexité de la réalité, hein, qui est composée de plusieurs éléments, et qui se communiquent. Nous nous communiquons également. Moi, je crois qu'il y a cette variable. D'ailleurs, quelle université au monde a pu ou bien identifier les moyens qu'elle allait employer au cas où l'on aurait une telle pandémie? La question de l'incertitude. Et là, je reviens à ce que je disais, que nous habitons une seule planète et nous avons des universités, et nous verrons plus tard, peut-être la dernière question, l'urgence qu'il y aurait à créer des solidarités entre les différentes universités. C'est fort ce mot de solidarité, à créer de nouvelles coopérations, je dirais même à inventer de nouvelles coopérations, certes, de coopération nationale entre les universités. Maintenant, on ne pourra pas faire face individuellement, personnellement, à ce conflit, à ce problème, parce qu'il s'agit avant tout de la jeunesse haïtienne, la jeunesse universitaire. Aujourd'hui, cette formation à distance, la question de la formation à distance est revenue sur le tapis.
c'est devenu une nécessité, sinon un élément incontestable, incontournable. Est-ce que vous, réellement, vous êtes en mesure de faire face, autrement dit, d'apporter ou bien de porter sur le dos de ces institutions, ou est-ce qu'une question ça réellement? Est-ce que vraiment, on peut dire aujourd'hui, vous pouvez vous adapter réellement? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Est-ce que vous avez les moyens pour le faire? C'est vrai, vous pouvez annoncer des formations en ligne, vous pouvez annoncer qu'on va essayer de s'adapter pour essayer en tout cas, de permettre à ce que les étudiants vous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique. Mais on connaît les défis. Est-ce que vous êtes en mesure individuellement, c'est-à-dire est-ce que chacune de vos institutions est en mesure pour répondre à la question ça? On commence par vous, monsieur le recteur de l'UNDH. La question de science, cela devrait être une affaire de l'État. C'est-à-dire que l'État devrait avoir des politiques claires pour encourager la production de connaissances scientifiques pour le pays. Et l'État devrait avoir une politique de technologie pour aider les universités et le pays à entrer dans cette ère. Et je pense que l'État, sortir de cette affaire-là, va demander un effort de l'État. C'est-à-dire que l'État assume sa responsabilité dans cette affaire. Et la question de l'enseignement supérieur n'est pas seulement une affaire de privé, c'est une affaire nationale, une affaire de la nation. C'est des professionnels qu'on prépare pour assumer le présent et l'avenir. Et en ce sens, l'État devrait être là pour orienter, indiquer, contrôler, évaluer, etc. Et dans ce sens, je pense que l'État doit jouer un rôle important, premièrement pour régulariser l'enseignement supérieur en Haïti, réformer l'enseignement supérieur en Haïti et la mettre dans une bonne direction, une direction qui soit utile à la société, à la nation et aux jeunes. C'est une affaire qui est libérale, etc. Ça prend toutes les fois, toutes les directions, et je ne pense pas que c'est dans l'intérêt du pays. Donc, la première chose, je pense que à partir de cette affaire-là, la question de la production scientifique est importante. Ça, c'est une affaire qu'on va laisser seulement, disons, entre les mains de privés, d'individus, etc. Je pense que c'est une affaire qui doit être prise de façon importante. Le deuxième acteur important, je pense que l'accord PUA nous a rassemblés ici, et le docteur Siak a parlé de leadership. Je pense que c'est le moment pour que l'accord PUA assume son leadership. C'est-à-dire que maintenant, son leadership pour que cette plateforme que nous représentons soit une plateforme qui aide à la production de connaissances utiles au pays. C'est-à-dire que l'accord PUA comme plateforme, comme entité, devrait être là pour orienter, encourager, accompagner les différents membres dans la production de connaissances, dans la transmission de connaissances et dans toutes les affaires dont nous avons parlé, la question de technologie et tout le reste. C'est-à-dire quel est le rôle de l'accord PUA. Et je pense aussi, c'est à l'accord PUA d'aider ses membres à augmenter et améliorer leur capacité technique et technologique. Et le professeur Toussaint a parlé de collaboration, de partenariat, et je pense que maintenant, ici, on est très fort à travailler seul, dans l'isolement, etc. On est bon seul, mais quand on est ensemble, on ne peut rien faire. Et je pense que l'accord PUA devrait aider à qu'il y ait partenariat et coopération entre les universités haïtiennes, et d'abord entre les universités qui sont membres de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on parle de production de connaissances, on peut faire des recherches entre les universités, on peut partager les dépenses, on peut partager les choses, on peut partager les expertises et tout le reste. Et je pense que pour poser les vrais problèmes du pays, et pour que l'université soit utile à la société haïtienne. Je ne suis pas sûr que l'université, toutes les composantes de l'université soient vraiment utiles à la société haïtienne. Et la dernière chose que je vais dire, que en fait, je m'adresse encore à l'accord PUA. Je pense que l'accord PUA devrait travailler, pour reprendre un peu le professeur Toussaint. Le professeur Toussaint parle d'universités citoyennes, mais je pense qu'on n'a pas. Les universités citoyennes, sans une institution, sont très faibles.
moi je pense que c'est l'université qui doit devenir citoyenne. C'est-à-dire qu'on ait des universités au service de la société. Des universités citoyennes, a dit que des universités citoyennes à l'intérieur d'une université citoyenne. S'il n'y a pas d'université citoyenne, comment va-t-on multiplier les universités citoyennes? Comment va-t-on produire ces universités citoyennes? Moi, je pense que, premièrement, cette crise-là nous appelle à réfléchir et probablement à changer l'orientation de l'université. Ce qu'on fait finalement, bon, la plupart des universités sont confinées dans l'enseignement, très peu dans la recherche et encore très très peu dans un service à la société. Donc finalement, articuler ces trois dimensions de l'université. La formation, la recherche et le service à la société. Et je pense que la CORPUA doit jouer son rôle de leadership pour que les universités, s'ils existent vraiment dans ce pays, que ce soit des universités citoyennes, des universités qui pensent pays, qui réfléchissent pays et qui apportent des solutions au pays. Et moi, je pense que c'est dans ce sens que si la CORPUA sait ce qu'elle veut, etc., et pour l'instant, elle peut aller chercher la part du public, la part du privé, et la part de l'international aussi, pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. Voilà ce que je dirais comme recommandation. Et je pense qu'à ce niveau, tout à l'heure, pour commencer, j'avais abordé la question du Covid-19 sous l'angle du leadership. L'État doit jouer un rôle fondamental à ce niveau. Pourquoi? La question de l'énergie, la question de l'Internet, tout ça, ce qui peut vraiment dire que l'on peut avoir de l'énergie, voici les moyens pour y arriver. L'on doit avoir de l'Internet avec tel débit donné, voici comment on doit arriver au moins. Mais c'est l'État qui peut faire ça. Maintenant, si on n'a pas un État avec un leadership visionnaire, surtout après le Covid, quand je parle de leadership visionnaire, c'est très 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 important. C'est un État qui fait un diagnostic de la situation dans laquelle on est maintenant, un État qui ne fonctionne pas, qui n'a pas vraiment les moyens de fonctionner, un État qui est dépassé par tout. Maintenant, si on n'arrive pas au niveau de cet État à construire une vision, c'est-à-dire avoir une image du futur de ce pays, on est dans l'université, avoir une image du futur de l'éducation universitaire dans ce pays et de autre chose aussi, pour dire voici ce que nous voulons que l'éducation universitaire soit dans ce pays, pour qu'elle soit en mesure d'aider au progrès, au développement de ce pays. Mais pour y arriver, parce que nous avons cette image de l'éducation supérieure, mais pour faciliter à cette image de pouvoir et s'actualiser, nous devons avoir de l'énergie, nous devons avoir de l'Internet. Eh bien, le ministère ou bien qui est chargé de la question de l'énergie, les compagnies qui sont responsables de la question de l'Internet, vous devez, eh bien, voir avec comment trouver les moyens. Eh bien, nous, des universités, nous pouvons avoir de très beaux rêves, mais ces beaux rêves vont rester dans les tiroirs. Donc, c'est pourquoi l'État, c'est pratiquement l'autorité régalienne, l'État doit être visionnaire, l'État doit être responsable. Et maintenant, qui nous prenons la question de l'enseignement supérieur? En République dominicaine, les universités que l'on a en Haïti, elles ne sont même pas, même si, bon, on avait fait sortir dans le nouvel liste 138 qui sont reconnus d'utilité reconnus par l'État, et puis une trentaine. Malgré ce nombre incommensurable par rapport à d'autres pays que la comme université, elles ne sont pas en mesure d'accueillir tous ceux qui sont en besoin d'éducation supérieure. Quand on dit en République dominicaine, qu'est-ce qu'il y a? Tous ces jeunes-là qui sont en République dominicaine. Maintenant, l'État doit réfléchir parce que qu'est-ce qui arrive? Maintenant, il y a cette situation de Covid-19. L'État dominicain met en place des moyens pour aider son peuple. Mais ceux qui sont les étudiants qui vont en République dominicaine pour étudier, eh bien, ils ne bénéficient pas de certaines offertes par le gouvernement dominicain.
Eh bien, maintenant, toute sa situation doit nous penser à porter, doit porter notre État à penser et porter aussi nos universités à penser et à produire des recherches sur ce qui est factuel. Voilà, sur ce qui est factuel, nos étudiants en République dominicaine, nos étudiants au PNG, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en avoir assez? Il y a travail concerté de l'État, il y a travail concerté des universités, mais surtout l'État doit jouer un rôle fondamental. Et le professeur Toussaint avait parlé tout à l'heure de la solidarité. Je pense que c'est vrai, quand on existe comme institution, et la réalité est là dans le pays, quand on existe comme institution universitaire et autres, il y a le marché, il y a quantité d'étudiants, peut-être avec tout ce qui parle, et problèmes économiques. Donc, il y a une concurrence, et pour avoir des étudiants, pour avoir des étudiants. Mais, c'est vrai, il doit avoir concurrence, mais c'est dans le sens positif, une concurrence positive, une concurrence productive. Positif et productif. Si maintenant les universités ne commencent pas d'abord à mutualiser leurs ressources, eh bien, cette image faible que nous présentons, eh bien, cette image sera davantage dégradée dans l'état à venir. Le recteur Jean-Marie avait parlé de pauvreté. Quel est le concept qu'on a utilisé sur le niveau scientifique? Incompétence scientifique. Il y a des scientifiques dans le pays. Mais tous ces scientifiques-là sont obligés de laisser le pays pour aller ailleurs. Oui. Beaucoup de scientifiques. Et il faut des merveilles dans les pays étrangers. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire pour attirer les scientifiques haïtiens et les retenir? Qu'est-ce que l'on a pour les attirer et les retenir? Mais toutes ces grandes questions-là, le Covid-19 doit être une occasion pour poser tous ces grands problèmes. Qu'est-ce que nous, des universités, nous sommes obligés de faire? Qu'est-ce que l'État, comme l'État, est obligé de faire? Et si nous, maintenant que nous avons, et c'est ce que moi j'avais écrit en termes de propositions, recommandations, l'État en premier. Je vais revenir aux recommandations à la fin. Oui, l'État. On ne peut pas vraiment se passer de l'État. C'est comme, laisse-moi vous dire quelque chose, c'est comme moi-même, et bon, je vais faire comme professeur Toussaint, moi-même, il y a, je me rappelle, une reproche que l'on adresse toujours aux écoles qui organisent en Haïti. Pour dire que les écoles qui organisent, sont responsables de la formation de beaucoup de leaders qui sont corrompus, blablabla, blablabla. Ils sont responsables de tous ceux qui pillent le pays, etc. Ok. Beaucoup d'accusations. Moi, j'ai écrit un livre. Là-dedans, j'ai abordé ce problème. C'est leadership et éducation scolaire chrétienne, leadership et philosophie. Maintenant, quel a été le problème? Et ce même problème qui va venir aujourd'hui. Si maintenant, comme État, eh bien, vous n'avez pas un plan pour votre éducation, vous dites en fonction des besoins actuels de mon pays, l'éducation dans le pays doit avoir ces caractéristiques 1, 2, 3, 4. Et maintenant, comme État, vous définissez ce que sont les caractéristiques de votre éducation. Et vous dites tous ceux qui sont engagés dans l'éducation durant cette période, même si on doit respecter la science, parce que c'est la science qui est fondamentale, même si on doit le respecter, on ne dit pas, voici ce que comme État je veux, voici dans quelle direction l'éducation doit nous conduire. Eh bien, si vous n'avez pas de plan, eh bien, tous ceux qui arrivent vont vous proposer leur plan et finalement, vous serez dans le toribori. Quelquefois, on porte des accusations, on change des boucs émissaires, mais ce ne sont pas vraiment les vrais boucs émissaires. C'est parce que ceux qui ont la responsabilité de leader, ils n'exercent pas leur leadership. Nous avons besoin d'un État leader dans ce que l'État doit être. C'est comme aussi, nous devons arriver à avoir des universités leaders. Même si on doit commencer par une élite, en
en attendant que ça s'étende, nous devons arriver à faire de l'université ce que l'université doit être. Et c'est pourquoi la question de la mutualisation des ressources, c'est pourquoi la question de la CORPUA est fondamentale. Eh bien, quelle est la nécessité de l'existence de la CORPUA? Eh bien, c'est le lieu où les réflexions peuvent vraiment se faire, où tous les recteurs, les présidents d'université, c'est le lieu de rassemblement pour discuter des grandes questions du pays, et pour faire des propositions. Parce que si la CORPUA, après l'État, ne favorise pas cette possibilité de dialoguer, de discuter et d'établir un master plan pour l'université en Haïti, eh bien, qui va le faire? On ne veut pas pouvoir le faire. Eh bien, la CORPUA doit jouer un rôle fondamental dans cette situation-là. Et nous, des universités, nous le demandons. Voilà, la demande a été claire, la demande a été super, enfin, vraiment bien formulée. Et que ce soit pour le recteur Louis, pour vous aussi, on demande à ce que la CORPUA s'engage un peu plus pour faire ce partenariat entre les universités et l'État. Et l'État. Il n'y a pas que l'État, il y a aussi il y a le ministère de l'Éducation nationale là, tout ça. Voilà. Il n'y a pas que l'État, il y a aussi la société. Effectivement, oui, c'est pour les respecter les recommandations, c'est là. Ok. Alors, professeur Toussaint, c'est peut-être la même question qui revient, la question de la formation à distance. On était quand même là, hein. On a les défis. Donc, on connaît les défis. Est-ce que l'Université d'État d'Haïti est en mesure vraiment de s'adapter à cette réalité? Dans un premier temps, nous devons être modestes. Moi, j'ai déjà utilisé ce terme. Il y a des choses, il y a des risques à prendre. Dans la vie, il y a des risques à prendre. Et ce risque, nous sommes obligés de le prendre parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose, on ne l'a pas encore dit. Il y a le caractère international de la science. Et probablement il y a des étudiants qui vont nous écouter. Et il y a ce qu'on appelle dans les pays le nationalisme, le patriotisme, etc. Quand on est dans le champ scientifique, quand on travaille, quand on opte pour le champ scientifique, on ne doit pas cesser d'être allemand, d'être français, d'être américain, d'être haïtien. On est d'abord au service de l'humanité. C'est-à-dire, je pourrais me demander, nous pouvons nous poser cette question. Et quelle est la participation d'Haïti dans tel ou tel champ de savoir? Je sais que nous brillons dans le champ littéraire. Au moins ça, nous avons des médailles. C'est bien. Je m'en réjouis. Maintenant, cette technologie qui nous aide à réaliser cette réunion en ligne, d'où émane-t-elle? Il n'y a pas d'université sans création. Qu'est-ce que nous créons comme université? Qu'est-ce que nous produisons comme université? Moi, c'est vrai
Nous avons besoin d'une sociologie haïtienne, d'une littérature haïtienne, d'une psychologie haïtienne, c'est bien. Mais ce que nous devons retenir, c'est que la science a une dimension internationale. Et les hommes de science et les femmes de science de tous les pays doivent être conscients de cette réalité. Parce que dans des moments difficiles, de crise, même en ce moment, et c'est pourquoi cette rencontre qu'organise la COPUA est extrêmement importante pour la société haïtienne. C'est une manière d'aider également, de soulever des débats. Probablement, je serai critiqué, eh bien nous qui sommes là, nous serons critiqués, il y aura des messages, etc. Il n'y a pas de problème, mais on a risqué une parole. Nous avons risqué une parole. C'est déjà quelque chose. Or, il manque cet espace de débat. Mais quand j'insiste, enfin, j'introduis l'idée du caractère international de la science. C'est très important. Et attention, c'est-à-dire, on peut bien arriver à un moment donné, avec cette crise de Covid-19, qu'il y ait des problèmes politiques, des questions politiques. Les hommes de science, les femmes de science, comment vont-elles réagir par rapport à l'éthique, par rapport à la vérité? Est-ce que les hommes et les femmes de science vont mentir? La communauté scientifique? Hey, s'il y a un problème maintenant entre la Chine, entre la Chine et les États-Unis, quelle va être la position des hommes et des femmes de science? En un mot, quand on est homme et femme de science, au service de qui voulons-nous mettre notre savoir, notre intelligence? Au service de qui? Et c'est pourquoi les hommes politiques auront toujours tendance à exploiter, pas à exploiter, c'est-à-dire tendance à manipuler les résultats scientifiques. C'est pas là le débat, mais c'est important pour les étudiants qui ne s'occupent. C'est-à-dire les résultats scientifiques. Comment allons-nous, c'est-à-dire pour que l'humanité dans son entièreté, c'est pas pour rien qu'au début j'ai parlé de notre appartenance à une seule planète. C'est ici là nous qu'à vivre, c'est-à-dire c'est sur planète ça qui va vivre. Pas de l'autre côté encore moun qu'à vivre. Moun qu'à vivre seulement sur la terre. Que son paysan haïtien, que ton polonais ou ton blanc, etc., c'est sous terre ça que nous gagnons. Et c'est ça, cette réalité anthropologique, que nous appartenons à une seule planète. Là, je ne pose pas des questions, et ça c'est fondamental. Donc, il y a cette science-là, le rôle de la science dans un État. Donc un État qui n'accorde aucune importance à la science, cet État-là n'a aucune importance, n'a aucune utilité. Mais je dois ajouter aussi, donc l'université va faire de son mieux, l'UH va faire de son mieux pour entrer lentement, graduellement dans le monde numérique. Mais je veux aussi souligner une question, ou bien soulever une question. Parce qu'à l'université, il est question aussi de soulever des questions scientifiques. Pas n'importe quelle question, non. Des questions scientifiques. Puis au bas tout, des réponses scientifiques. Mais, pour nous parler là tout, il faut le dire. Avons-nous des entrepreneurs créateurs avec un sens civique ou patriotique poussé? Nos entrepreneurs créateurs, c'est vrai, nous attaquons notre État, etc., etc.
Mais attention, mais là encore, en quoi les universités peuvent-elles être d'un appui considérable pour ceux et celles qui veulent investir dans notre pays? Il n'y aura pas d'investissement heureux, dynamique, créateur, sans les résultats des recherches de nos penseurs, de nos différentes universités, nos penseurs, nos chercheurs. Quel est donc le statut dans ce pays de nos chercheurs? Est-ce que nous sommes capables de produire des recherches? Ou bien même de coopérer? On peut bien, comme chercheur haïtien, ne pas être porteur d'un dossier, mais on peut faire partie des équipes de chercheurs internationales. Il n'y a pas de problème. Et c'est pourquoi la question de la coopération internationale est fondamentale. Nous aurons besoin de l'appui de la communauté internationale. Nous aurons besoin aussi, pour entrer dans ce monde, et de l'appui de l'État. Parce que, en gros, de quoi est-il question? C'est comment préparer, aider nos jeunes à réussir leur vie, la jeunesse universitaire. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, je pense à la jeunesse universitaire, aux jeunes. Qu'est donc l'avenir de nos universitaires, l'avenir de nos étudiants? Donc moi, je pense que, et même au nom même du respect des étudiants, les universités ont intérêt à entrer dans le monde numérique parce que nos étudiants auront aussi à voyager. Ils peuvent bien ne pas être acceptés ailleurs s'ils sont totalement coupés du monde numérique. Donc là, parce que nous préparons des chercheurs, certes pour Haïti, mais ils ont besoin d'être connectés avec le monde. Voilà. Et merci encore une fois pour tout ça. J'ai envie de dire que vous avez des propositions ou bien des positions communes sur la question. Et là encore, vous interpellez l'État. Il faut que l'État intervienne pour essayer, encore une fois, de donner un coup de main à l'université pour qu'elle puisse s'adapter en ce temps de crise. Mais les entrepreneurs aussi, le secteur privé. Parce que est-ce que l'État à un moment donné peut demander des taxes pour financer des recherches, pour aider l'université? C'est pourquoi moi j'insiste, je suis d'accord pour l'État, mais nos entrepreneurs, c'est-à-dire comment vont-ils exercer leur leadership également? Il faut parler du leadership de nos hommes et de nos femmes d'affaires, de nos industriels, s'il y en a, bien entendu. C'est comme vous êtes en train de dire, par exemple, il y a, dans le cadre des propositions, c'est ce que moi-même je mets, quand on considère les autres pays, comment est-ce que les institutions, les organisations et les entreprises évoluent? Maintenant, surtout ces entreprises qui sont menacées par la concurrence et par la destruction, la survie des entreprises. Et c'est peut-être un de nos problèmes en Haïti. Nous sommes totalement sclérosés dans le pays, nous n'évoluons pas, et en fonction de cette sclérose, de cette situation de piétinement, nos entreprises ne peuvent pas aller de l'avant. Quand on prend, c'est comme vous êtes en train de dire là, quand on prend les entreprises, les institutions, les organisations qui doivent se débattre pour leur survie, eh bien, beaucoup de ces institutions sont obligés de développer des relations avec les universités, surtout pour la futurologie. Maintenant, nous sommes en telle année. Eh bien, notre organisation, notre institution est caractérisée de telle et de telle manière donnée. Eh bien, des recherches, les institutions, les entreprises financent les universités pour faire des recherches sur l'avenir. Parce qu'elles ne veulent pas tomber dans la surprise, eh bien déjà sur l'avenir pour dire quelle direction comme entreprise nous devons prendre en vue de faciliter notre survie. Eh bien, nous avons
un problème fondamental en Haïti. Et ce phénomène de Covid-19 doit vraiment nous porter à nous réfléchir. Comment nous porter? C'est pour toutes les personnes qui sont là, et les universités, et les entreprises. Eh bien, chacun est en confinement dans son propre pays. On ne peut pas laisser le pays pour aller ailleurs, quelle que soit la personne. Eh bien, maintenant, les entreprises, maintenant, tous ceux qui, même s'ils sont originaires millionnaires en Haïti, eh bien, ils doivent mourir dans ce pays s'ils n'ont pas les moyens de pouvoir trouver des soins de santé convenables. Même les entreprises qui vont venir, quand on prend ce qui se passe là, en termes de pandémie, les États-Unis, avec le président Trump, les États-Unis conçoivent le moyen d'exister, eh bien, on ne voit pas ce qui va se passer. Eh bien, les entreprises doivent développer de très bonnes relations avec les universités, soutenir les recherches surtout via les fondations, en vue de penser de leur avenir, de leur survie. Eh bien, maintenant que Haïti est ce qu'elle est, Haïti est ce qu'elle est, on voit par exemple beaucoup d'Haïtiens qui sont à l'étranger, étant donné que nous ne sommes pas encore frappés terriblement par cette pandémie. Quand je dis pas, ce n'est pas un souhait pour que nous soyons frappés, non. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans les 2 mois à venir. Mais beaucoup d'Haïtiens voudraient retourner dans ce pays. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé pour l'Italie? Quand l'Italie commençait à être frappée terriblement par la mort, par la pandémie, il y a des Italiens qui se sont rendus dans des pays d'Afrique. Ils ne veulent pas retourner. Ils ne veulent pas retourner. Eh bien, dans leur pays, parce que ils disent les nôtres sont en train de mourir, nous sommes ailleurs, là où nous ne sommes pas trop menacés, nous n'allons pas retourner pour mourir. Donc on ne sait pas, quand on est en train de réfléchir, là c'est l'université, défis, opportunités. On est en train de réfléchir sur les défis, sur les opportunités. Ces pays-là qui ne sont pas terriblement frappés, eh bien, qu'est-ce que ces pays-là vont représenter aux yeux des autres pays qui sont terriblement frappés? Nous ne savons pas encore. Peut-être que ceux qui sont en train d'étudier dans les autres universités, ils sont en train de faire des études sur nous en Haïti, sur Caraïbes, sur l'Afrique. Ils sont peut-être en train de faire des études, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que, en attendant, nous ressemblons à une portion de terre où la vie peut être plus facile sur la planète. Eh bien, nous devons nous poser toutes ces questions-là. Et les entrepreneurs, ceux qui ont de l'argent, ils doivent développer des collaborations, des solidarités avec les universités pour penser, pour que si un jour nous devons accueillir de grands investisseurs et qui sont propriétaires des entreprises, ils ne voient pas leur entreprise être avalée par les autres entreprises qui vont arriver. Donc, ce phénomène de Covid-19 doit vraiment nous porter à réfléchir, et les propriétaires des entreprises, ils ne doivent pas se penser être à l'abri. Ok, pas seulement d'être à l'abri, c'est pour rejoindre professeur Toussaint dans ce qu'il est en train de dire là. C'est la grande débat de l'université. Donc nous devons le faire. Et l'université encore, parce que c'est l'université qui est capable, vraiment, qui ont ces hommes et ces femmes pour réfléchir. Parce qu'ils sont disposés à le faire pour réfléchir, proposer de nouvelles possibilités pour les technologies, les connaissances. Eh bien, s'il n'y a pas cette synergie entre elles, eh bien, les entrepreneurs que nous avons aujourd'hui, ils peuvent être disparus dans un clin d'œil dans l'avenir. On ne sait pas. Ce n'est pas un souhait, mais nous ne savons pas ce que l'après-Covid va nous réserver. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette causerie, mais avant de partir, j'aimerais vraiment, si vous avez des recommandations, vraiment, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce qu'on peut faire réellement? D'abord, à la communauté universitaire, à l'État et à la société civile. Des recommandations directes. Ok, direct. Proposition, recommandation, réponse. Développement de partenariat.
Développement de partenariat entre les universités. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous mutualiser. Mutualisation de ressources. Concurrence positive et constructive. Ok? Nous ne devons pas nous chercher à nous détruire. Parce que les universités qui sont en Haïti, elles ne sont même pas en mesure à accueillir tous les étudiants haïtiens qui sont en besoin de formation universitaire. Ils sont, et bien Saint-Domingue nous donne l'exemple. Dialogue, Corpua, comme instance, ministre de l'Éducation nationale, l'État, eh bien Corpua est bien placé pour lancer un dialogue, avec les instances qui peuvent penser dans le pays et aider dans la définition de l'avenir de l'université. Maintenant, Corpua, Natcom, Digicel et autres fournisseurs de services Internet. Parce que autrement, nous pouvons avoir de très beaux plans et pour formation en ligne. Mais si ces fournisseurs ne nous donnent pas l'Internet de la manière dont nous voulons, eh bien, nous ne pourrons pas vraiment entrer dans l'enseignement numérique. Relations entre institutions éducatives supérieures haïtiennes et les entreprises pour le développement de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. Les fondations du pays doivent se joindre avec les institutions universitaires pour le développement de la recherche. Et puis dans le budget de l'État, mon dernier point, dans le budget de l'État, il doit avoir du montant disponible pour les universités, même privées, parce que les étudiants en Haïti sont pauvres. Les étudiants sont pauvres. Ils sont des potentialités qui sont en voie de dépérissement. Et puis, un pourcentage du budget pour la recherche. Voilà. Il y aura un changement profond dans la refonte des programmes d'études en Haïti. Refonte des programmes d'études. Il faut totalement réorganiser des structures de gouvernance éducative. Il faudrait lier au niveau international la relation autonomie et dépendance. Ça, c'est extrêmement important, la relation autonomie et dépendance. On peut être dépendant de quelqu'un à un certain niveau, mais on est quand même autonome. C'est-à-dire ce rapport dialectique autonomie-dépendance, on est autonome. Et ensuite, ce que j'appellerais la foi en l'avenir. Parce que si nous pensons dès le départ que Haïti est foutu, on a lavé main, et ça veut dire que nous ne croyons pas en nous-mêmes. Et en ce sens, et bon, excusez-moi de le dire, et ce n'est pas pour rien que en 2015, j'ai écrit un texte qui trouve sa pertinence aujourd'hui, le courage d'habiter Haïti au XXIe siècle et la vocation de l'universitaire citoyen. Et là, notre collègue, le docteur Jean-Marie Louis, a modifié. Il m'encourage à modifier un peu l'approche et je partage totalement son point de vue. Il faut des universités citoyennes. C'est-à-dire l'urgence, je dirais, l'urgence d'avoir des universités citoyennes en Haïti. C'est ces universités citoyennes qui vont donner des universitaires citoyens. Et c'est dans cette logique, docteur Louis, que nous avons proposé à l'UH, et j'en ai déjà parlé, un cours obligatoire pour tous les étudiants en première année. C'est-à-dire c'est une nouvelle orientation, université, société et citoyenneté. Dès le départ, l'étudiant apprend
à vivre, non seulement à intérioriser les notions, à faire de son mieux pour vivre les valeurs universitaires, les valeurs citoyennes, par exemple la culture du débat, la discussion rationnelle. Il y a un dernier point à souligner, je vais souligner. Il faudrait que les universités travaillent sur la question de l'histoire. L'histoire d'Haïti. Nous devons relire cette histoire. Nous n'allons pas sacraliser cette histoire, mais c'est dans le but d'inventer l'avenir. Nous passons notre temps, pourquoi passons-nous notre temps à répéter les erreurs du passé? Je parlerai aussi de la relation entre les hommes de science d'Haïti et les hommes de science de la diaspora. Et dans ce contexte, c'est important. Les hommes de science d'Haïti et les hommes, les physiciens, les chimistes, les mathématiciens, les sociologues, les psychologues de la diaspora, je ne sais pas, les physiciens, les informaticiens, les chimistes, il faudrait ça. Et je vais terminer avec un texte, une citation d'un Haïtien. En 1901, il y a un Haïtien, un chercheur, qui a pour nom Justin Devaux. Devaux, D-E-accent-aigu-V-O-T, qui a écrit un ouvrage, bon, qu'on ne le trouve pas, moi je l'ai en fait déterré quelque part, qui s'appelle L'état mental de la société haïtienne. Publié en 1901, ça fait plus de siècles, L'état mental de la société haïtienne. Publié en 1901. Je termine avec ces deux citations. La première se trouve à la page 53. Ce qui frappe le plus l'observateur qui examine la société haïtienne par le côté mental, c'est l'absence de principes directeurs nets et définis. Il en résulte un manque de cohésion, une anarchie d'idées et de sentiments déplorables. À la page 53. En 1901, ça fait plus d'un siècle. Il en résulte un manque de cohésion, une anarchie d'idées et de sentiments déplorables. Maintenant, quel pourrait être le rôle de l'université dans cette observation de ce chercheur haïtien du siècle dernier, au début du siècle dernier, en 1901? Et à la page 18, et il nous dit, ça c'était à la page 53, et Justin Devaux nous dit aussi, un homme public fait le mal, ses actes manifestement troublent l'intérêt général. On le sent, on le dit, on l'écrit même, et cependant, en pratique, c'est comme s'il n'en était rien. Et pour terminer, toujours dans ce livre, L'état mental de la société haïtienne, publié en 1901 par Justin Devaux, il nous dit « Nous répétons assez souvent que l'haïtien ne sait pas obéir aux lois, sans nous rendre peut-être assez compte de la vérité foncière et surtout de la généralité de cette proposition. L'irrespect de la loi, de la règle établie se montre couramment dans les actes de l'existence sociale, depuis ceux qui gouvernent jusqu'à ceux du plus humble particulier. » Le rapport pervers de l'haïtien, de tout haïtien à la loi. Qu'est-ce que l'université a à dire de ça dans ce contexte? Le rapport pervers de l'haïtien à la loi, l'irrespect de la loi. Donc, je préfère terminer avec ça parce que nous avons un problème sérieux, la question de la loi. Dans ce pays, j'ai voulu terminer avec ces deux citations de Justin Devaux dans son livre « L'état mental de la société haïtienne ».
publié en 1901. Lorsque je devais ouvrir le panel, j'avais parlé de 3 défis et je me rends compte qu'en réalité, toutes les présentations tournent autour de ces 3 défis. D'abord, le défi technologique pour pouvoir permettre aux universités de prendre le virage numérique. On a parlé du défi, je dirais le défi de l'estime sociale même pour l'université, du relèvement de l'estime sociale. On est face à une université qui n'arrive pas vraiment à parler de son lieu, à s'intégrer dans les débats publics, à contribuer vraiment à la solution des problèmes auxquels les citoyens font face. Donc c'est une université qui est encore, pour répéter le thème du recteur UNDH que j'aime bien, impuissante et qui vit vraiment son impuissance. Et tout ceci, par rapport à ces 2 défis, il y a aussi en dernier lieu un défi de management interne. Que ce soit pour le secteur, que ce soit pour les universités en tant que telles. Mais ces 3 grands défis, il y a une opportunité. Une opportunité de relance, de reprise, une opportunité surtout de reconstruction. Ce sont des opportunités. Mais on met ces éléments-là en rapport avec la participation de 2 acteurs. D'abord l'État, à qui on demande de pouvoir faire son rôle d'orientation, de régulation, de pouvoir créer les conditions effectivement pour que les diverses entreprises, le secteur privé, le secteur public puissent se développer. On demande également à la Corpua de jouer un rôle beaucoup plus à la hauteur des ambitions. Et un Corpua qui doit pouvoir s'affirmer comme force de proposition, un Corpua qui doit pouvoir catalyser la coopération en interne, la coopération également au niveau régional. Donc voilà un petit peu les grandes idées, moi je pense que ce débat nous a permis de mettre sur la table. Mais je fais remarquer quand même qu'il y a quand même à la base un gros problème, le problème de notre État qui est un État pauvre. Et je crois moi-même que même si on peut relancer, on peut reprendre à partir peut-être d'un appui de la coopération internationale, je crois que si l'on veut avoir vraiment quelque chose de durable, il faut que le pays, pour avoir un développement même de l'université qui soit durable, il faut que la participation de l'État soit liée à son propre développement. Donc, c'est-à-dire qu'intégrer l'université au projet de développement du pays impose que le pays lui-même fait des pas en faveur du développement. Or, il y a un problème qui me semble rester. Alors, les historiens, les managers, les philosophes me diront, les sociologues me diront si j'ai menti, ce grand problème de l'instabilité sociopolitique. Parce que pour avoir un État stratège, un État responsable, il faut que l'État dispose quand même de meilleurs moyens. Et la richesse de l'État vient des taxes, d'un certain nombre de choses. Il faut des investissements dans ce pays. Et pour avoir des investissements, pour améliorer tout ceci, il faut de la stabilité, monsieur. Et de ceci, il faut promouvoir cette grande entente. Et cette grande entente, il faut que l'université puisse faire comprendre. Il faut que l'université, ne parle plus de son lieu, d'un lieu qui ne soit pas la sienne, qui ne soit pas le sien, mais vraiment de son propre lieu, le lieu de vérité, comme vous avez dit. Donc moi, ce sont les idées phares que je vois qui sortent de ce débat. Une fois encore, je remercie les recteurs, le vice-recteur qui sont rendus disponibles, le recteur Athier, le parti qui nous a accueillis, donc l'équipe technique qui a été avec nous. Mais ce que je souhaite, que ce soit que le début là d'une série parce qu'il faut profiter du momentum pour faire au moins une chose, c'est-à-dire que mobiliser la Corpua, mobiliser ceux et celles qui croient à l'université, qui croient que l'université doit avoir une partition dans le développement de ce pays. Encore une fois, monsieur, je vous dis merci.